Et c'est un problème dans un monde qui va toujours plus vite et qui a toujours plus de besoins numériques. À un moment donné, il y a tout simplement pas assez de personnes pour répondre à la demande. Je pense que c'est venu aussi de là, en fait, les outils no-code qu'on connaît actuellement. C'est le fait de pouvoir se dire, OK, il y a un véritable besoin, c'est un petit peu urgent, il n'y a pas assez de personnes pour répondre à ces demandes-là. Il faut qu'on puisse donner le pouvoir à d'autres personnes de pouvoir construire quelque chose. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je suis avec Camille Blanchot. Comment ça va, Camille? Ça va, et toi? Ça va bien. On fait l'interview à distance parce que tu vis au Portugal. Ouais. Mais on voulait vraiment t'interviewer, du coup, on fait l'interview à distance. Je n'ai pas pris de train. Tu es donc l'animatrice de la communauté Notion en France. Est-ce qu'on dit Notion ou Notion? Comment on fait? Moi, j'ai tendance à dire Notion, puisque à la base, ça reste un outil anglais et une marque anglaise, anglaise-américaine du moins. Mais après, il y a beaucoup de monde qui disent Notion en français, quoi, du coup, avec l'accent français. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise façon de dire. Personne ne dit Google. C'est vrai. Enfin, si, non, c'est pas vrai. J'ai déjà entendu mon grand-père dire ça, donc... donc si moi je dis Notion au lieu de dire Notion, je suis un peu comme ton grand-père quelque part. Tu veux pas être méchante avec moi? Ok, merci, ça marche. J'ai pas voulu dire ça comme ça, mais... Y a pas de souci, moi je le prends pas mal. Je vais te proposer une définition du no-code, et puis tu vas me dire comment elle te fait réagir, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu changerais dedans. Alors cette définition, elle vient de Wikipédia, qui est une source vraiment très 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 fiable, toujours très fiable Wikipédia, qui nous dit que le no-code c'est un mode de développement qui, grâce à des interfaces graphiques, permet plus ou moins de n'avoir rien à développer. En gros, ça supprime toute complexité pour coder une appli, un site, un logiciel, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est très incomplète. Elle est très incomplète et elle est un peu... Effectivement, il y a des choses à améliorer. Comment moi je le définirais, c'est pour moi le no-code, et j'insiste sur la partie no-code parce que low-code, c'est encore... il y a une petite subtilité là-dedans. Le no-code, c'est un ensemble d'outils et de techniques qui permettent effectivement de développer des solutions numériques, que ce soit des sites, des applications mobiles, des systèmes internes, des choses comme ça, ou des automatisations, sans écrire manuellement de code. Mmh. Et donc, effectivement, à travers du visual programming, effectivement du glisser-déposer d'éléments déjà pré-codés, du coup. Et c'est vrai j'essaye de faire en sorte que cette définition-là soit la plus inclusive possible dans les capacités du no-code, mais c'est vrai que c'est pas évident à formuler, quoi. Donc la programmation visuelle, c'est un bon élément de réponse. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, surtout qu'il parle de développement, mais il n'explique pas, il ne sait pas expliquer qu'est-ce qu'on peut développer concrètement, quoi. C'est ça. Au-delà de... Oui, parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui sont automatisées en back-office, c'est pas forcément que des choses qui se voient. Exactement. Et c'est ce qu'on va faire avec des outils comme Make, par exemple. Oui. Donc ça, c'est du no-code. À quel moment est-ce qu'il y a une frontière entre le no-code et le low-code? Pourquoi les deux mots existent? En fait, tout simplement parce que, selon moi, déjà, le low-code, ça sera plutôt dirigé vers des personnes qui savent développer, mais qui souhaitent un petit peu se faciliter la vie. Au final, c'est un peu comme des... Après, attention, je ne sais pas si ce que je vais dire est correct, puisque je ne suis pas développeuse, mais à mon sens, c'est ce que j'en perçois, c'est un petit peu comme les frameworks, dans le sens où vous allez éviter de réinventer la roue, vous allez vous baser sur des choses qui existent pour après vous faciliter un petit peu certaines tâches de développement, quoi. Et donc, les outils low-code, ça va vous permettre d'automatiser en quelque sorte certaines parties de développement, et puis après vous mettre un petit peu de personnalisation via du code manuel. Alors que les outils no-code, en principe, vous n'êtes pas censé écrire de lignes de code du tout, quoi. Et donc, la barrière peut être un petit peu fine, parce que si on pense à Make, il y a quand même, en fonction des scénarios qu'on veut faire, il y a quand même pas mal de fois où il va falloir écrire du code. Donc, Est-ce que c'est un outil no-code ou low-code? Je pense que ça dépend de comment on l'utilise. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené au no-code? C'est quoi ta rencontre avec le no-code, Camille? En fait, plus
plus j'interviens sur ce genre de sujet, plus je me rends compte que ça remonte à très loin, avant même qu'il y ait ce terme de no-code, parce que, à la base, j'ai une carrière très variée, j'ai fait plein de choses, je suis très curieuse, donc qui n'a rien à voir avec la tech. J'ai travaillé en vente, service client et pas mal de métiers manuels, disons, en rapport avec les animaux. Mais par contre, j'ai toujours eu ce goût, cette appétence pour Internet et en quelque sorte le fait de créer des choses sur Internet. Et du coup, je me souviens que j'ai découvert Scratch, par exemple, un Mhm. outil pour développer des petits jeux, en 2008, si je ne m'abuse pas. Je crois que c'était en 2008, donc j'étais au collège. À l'époque, j'aimais aussi beaucoup tout ce qui était forum et j'adorais créer des forums et les administrer. Donc, j'utilisais pas mal tout ce qui était PHP forum, PHP BB, trucs comme ça. HPBB, ouais. Et on verra qui est-ce qui se souvient de ces choses-là. Pas mal d'outils aussi de blogging. Donc, à l'époque, il y avait Blogspot, qui est devenu blogueur. Puis après, je me suis mise sur WordPress autour de 2014, je crois, 2014-2015. Et j'ai fini par découvrir Webflow en 2019 parce que quelqu'un m'en a parlé. Et donc, je pense que c'est là que je me suis rendu compte après des outils no-code, on va dire modernes. Donc, c'est venu de là. À la base, c'était vraiment plutôt l'aspect site et blog qui m'intéressait le plus, quoi. Est-ce que du coup, le WordPress et les CMS de la génération WordPress, tu considères ça comme du no-code moins moderne? En quelque sorte. Ou c'est En quelque un, sorte, c'est et en plus, si on veut vraiment... Pardon? Est-ce que c'est un précepteur, tu vois, ça a précédé la génération no-code d'aujourd'hui, tu vois? Ouais, je pense. Et ils sont quand même toujours sur le marché. Et ça, et à mon sens, ça reste un outil no-code, mais c'est vrai qu'on on va dire dans sa facilité d'utilisation, dans son interface, évidemment, je parle de WordPress, pardon, .org. Il y a beaucoup de choses qui sont pas, qu'on retrouve pas dans les autres outils no-code modernes. Et qui fait plutôt référence aux anciens outils, globalement parlant, d'Internet, quoi, et aux anciens SaaS. Donc, c'est un petit peu... c'est un outil, je pense, qui a du potentiel encore pour se réinventer et pour devenir, pourquoi pas, à nouveau, enfin, même s'il l'est toujours, mais peut-être le leader de ce genre, voilà, de CMS en tout cas, des outils no-code du futur, mais je sais pas. Il faut voir s'ils arrivent à changer un petit peu leur interface et la façon de fonctionner en fait de WordPress de manière générale. Ma question, c'était de savoir, parce que c'est vrai que souvent les développeurs vont dire que le no-code, ça prend la place des CMS, ou alors que les CMS étaient déjà du no-code. Et c'est une intuition, parce que je me demande en fait si cette intuition elle vient du fait que les gens qui utilisaient les CMS, effectivement, parce que j'ai utilisé des CMS aussi il y a 10 ans, ouais. Est-ce que les gens qui utilisaient les CMS ou les Macromedia MX ou des choses comme ça, ou le Flash par exemple, et qui utilisent, j'ai l'impression que c'est les mêmes gens qui utilisent le no-code aujourd'hui, tu vois. Parce qu'en fait, c'est possible. Parce que finalement, on a envie de faire des choses sur le web, on a envie que les gens le voient, que les utilisent, on a envie qu'il y ait une expérience avec le logiciel, et puis comment c'est fait. Tant que ça nous permet d'avoir un résultat qui est efficace, l'outil est bien, quoi. Exactement. Mais il y a quand même plus de gens aujourd'hui qui utilisent des outils no-code qu'il y avait de gens qui installaient des WordPress ou qui utilisaient WordPress il y a 10 ans. C'est pas l'audience, elle est élargie, non? Oui, je pense. Enfin, après, il manque encore pas mal d'études sur le no-code de manière générale. Il n'y a pas assez de recherche, à mon sens. Donc, je ne sais pas si on a suffisamment de chiffres pour le prouver, mais en tout cas, il y a un véritable effet de mode et un effet de popularité, quoi, des outils no-code. Après, WordPress, il me semble que ça reste pour des sites vitrines et des sites plus ou moins complexes et des blogs, évidemment. Ça reste quand même un des leaders, il me semble. Ah oui, je pense qu'il y a une grosse partie du web qui tourne sur WordPress encore. Ils sont pas prêts de disparaître. Ouais. Pourquoi les entreprises, elles sont de plus en plus en demande de profil ou de compétences no-code? Eh ben, à vrai dire, c'est parce qu'il n'y a pas assez de gens comme vous, tout simplement. Si on regarde au total la population mondiale, il y a très peu de personnes qui savent coder. Et c'est un problème dans un monde qui va toujours plus vite et qui a toujours plus de besoins numériques. À un moment donné, il n'y a tout simplement pas assez de personnes pour répondre à la demande. Donc, il faut, je pense que c'est venu aussi de là, en fait, les outils no-code qu'on connaît actuellement. C'est le fait de pouvoir se dire, OK, il y a un véritable besoin. C'est un petit peu urgent, il n'y a pas assez de personnes pour répondre à ces demandes-là. Il faut qu'on puisse donner le pouvoir à d'autres personnes qui sont un minimum tech-savvy, on va dire, de pouvoir construire quelque chose
en fonction de leurs propres besoins. Comme ça, au moins, après, ça décharge un petit peu les développeurs et développeuses de certaines demandes, on va dire, plus basiques ou moins complexes peut-être, et permettre à ces gens-là de se concentrer sur des choses plus complexes. Moi, ça me fait penser, quand tu le dis comme ça, on dirait la pub de Webflow, tu sais. Qui dit, et si on, ouais, en fait, ils ont une pub, peut-être qu'ils m'ont ciblé moi parce que je suis dev sur Facebook avec, tu vois. Mais en fait, ils ont une pub vraiment ciblée sur les développeurs et les développeuses en disant oui, il y a le dev, il est. Tu sais, mais vraiment le vieux IT support, il y a son téléphone qui sonne. Ah, il faudrait changer tel champ sur le site web. Est-ce que vous pouvez pas le faire avec Webflow, tu vois? Il répond, parce qu'il a pas envie d'aller changer lui-même le champ, tu vois. Il faut le marketing lui demande, il fait, mais tu sais, Webflow, tu vois. Ouais, mais en même temps, du coup, ça va être sûrement une très bonne pub et je trouve que c'est assez logique parce que je peux comprendre qu'un développeur ou développeuse junior ou plus ou moins avancé puisse, après ça dépend de son ambition aussi, de ce qu'on veut faire, mais voilà, je pense qu'au bout d'un moment, dans n'importe quel métier, on arrive toujours à un moment où on se dit j'en ai un peu marre de faire tel ou tel genre de tâche ou tel genre de mission, je connais, j'ai envie de passer sur des choses un peu plus poussées, un peu plus complexes. Donc, à mon avis, c'est logique que certains profils un peu plus seniors, ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec des landing pages, des trucs comme ça, quoi. Donc, je sais pas, ce n'est qu'une... Non, mais à la limite, tu vois, quand on fait la grande version, c'est vrai qu'en fait, dans le meilleur des mondes, le marketing voudrait pouvoir faire plein de petites évolutions pour tester des choses, pour voir comment ça change. Mais nous, à chaque fois, il faut qu'on re-rentre dedans, ça prend du travail, il faut le remettre en production. Donc, en vrai, même Webflow se permet d'être plus agile à la fin de la journée et puis effectivement que les développeurs on se concentre sur des trucs où il y a plus de travail, quoi. Et du coup, dans ce monde-là, il n'y a pas de personnes dont c'est le métier full-time d'être no-code. Genre, il n'y a pas de développeurs ou de développeuses no-code. Du coup, ça devient on va former les gens du marketing à utiliser Webflow pour gagner en efficacité dans la relation avec l'IT, tu vois. Mais il y a des développeurs et des développeuses no-code qui existent vraiment. Ouais, après, on les nomme pas comme ça. Le terme qui va revenir le plus souvent, là, c'est encore comme la définition du no-code, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de versions, disons. Un terme qui revient souvent, c'est no-code maker ou product builder. Ça dépend un petit peu, pour moi, ça n'a pas vraiment les mêmes connotations non plus, mais no-code maker, ça va être un petit peu l'équivalent de développeur en no-code, développeur-développeuse no-code, quoi. Ouais. Est-ce que ça fait écho au mouvement des makers dans l'IoT, tu sais? Où en fait les gens qui se considèrent comme makers dans l'IoT, ils ont l'impression que les Anglais ils disent skill set, tu as un maker skill set. Genre c'est pas parce que tu sais utiliser une imprimante 3D que tu es un expert en fabrication numérique, tu vois. Ouais. Mais tu sais faire des choses avec des outils qui sont faits pour que les gens aient pas besoin d'aller à l'usine, quoi. Ouais. Je pense que c'est encore une branche de métier qui est en train de se professionnaliser, qui est en train de se raffiner petit à petit. Et on voit qu'il y a de plus en plus de subtilité dans les dénominations, on va dire, des missions et des titres. Et par exemple, il y aura certains makers qui vont mettre très clairement en avant leur expertise sur tel ou tel outil. Ouais. Et je pense que c'est important parce que ça reste, c'est pas parce qu'on maîtrise un outil qu'on va tous les maîtriser, même si c'est du no-code. C'est pas vrai. Il faut quand même apprendre les subtilités de chacun. Donc, à mon sens, ça va venir petit à petit se mettre en place et on va un peu mieux comprendre la typologie des métiers du no-code, mais c'est encore un peu tôt. Moi, j'ai une intuition, tu vas me dire si elle est fausse ou pas, que les sales ops, les rec ops, tous les métiers en ops, j'ai l'impression que c'est des no-codeurs qui travaillent pour un métier en particulier, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est une vraie tendance ou pas? Je le remarque un petit peu, ouais, effectivement. Parce qu'après, chacun, ils auront leurs outils dédiés et spécifiques. Et après, je pense effectivement ils seront plus no-codeurs que codeurs, mais j'ai déjà vu aussi des personnes qui savent coder et qui se spécialisent dans telle ou telle branche. Donc je pense que c'est simplement plus simple d'être sales op et spécialiste sur tel ou tel outil que d'être à la fois sales op et savoir développer, quoi. Ok. J'ai encore 2 questions un peu spéciales pour toi. La première, au final, c'est déjà, en fait, quelle est la place de Notion dans l'écosystème no-code? Parce qu'on a mentionné en préparation que Notion, c'est un outil de no-code, parfois pas. Ouais. Quelle est la place de Notion en tant qu'outil dans l'écosystème no-code? Mine de rien, peu importe quand disent les gens, ça reste un des outils no-code, puisqu'il fait quand même partie de cet écosystème qui est un des plus grands en termes de nombre d'utilisateurs mondiaux, et français aussi d'ailleurs. Et je pense que c'est juste une méconnaissance des
du grand public, on va dire, vis-à-vis des possibilités de l'outil, parce que et aussi une méconnaissance, on va dire, enfin une méconnaissance ou peut-être une autre interprétation du no-code, dans le sens où pour ces gens-là, ce sera plutôt des choses qu'on va voir publiquement et non pas le fait de pouvoir créer des outils métiers, par exemple, et des systèmes internes, des choses comme ça, parce que sur Notion, c'est tout à fait possible. Après, est-ce que c'est le plus pertinent? Est-ce que c'est le plus simple? Voilà, ça, on peut en débattre. Mais selon moi, c'est vraiment un outil no-code, puisque tout simplement, déjà, on retrouve tout cet aspect de visual programming. Le glisser-déposer, c'est totalement ça. Et les commandes, c'est très simple et très visuel. De venir créer son espace, son système. Et en plus de ça, il y a quand même les bases de données relationnelles. On peut vraiment jouer avec la data, on peut filtrer, on peut grouper la donnée de plusieurs façons. Et si on fait les choses bien, dans le sens où si on pousse un petit peu l'utilisation de Notion, on peut vraiment créer une multitude de petits outils métiers ou grands outils métiers qui vont s'adapter à plusieurs genres d'équipes. Donc pour moi, ça l'est totalement. Après, ça demande du temps, ça demande de la réflexion et aussi une évaluation des besoins peut-être pour voir si c'est l'outil le plus adapté. Parce que on répète régulièrement que la communauté, que nous on s'adresse pas forcément aux développeurs et aux développeuses, mais à la communauté des gens qui aiment faire des logiciels, tu vois, ou qui font du logiciel, des professionnels du logiciel de manière générale. Et ça, c'est un mot qui s'élargit de plus en plus. Est-ce que tu penses que les outils du no-code, ça élargit encore ou ça démocratise en fait les métiers du logiciel ouais, c'est ça, la profession qui est celle de créer du logiciel et des expériences digitales, marketing, mais dans le web et au-delà? À mon sens, oui, totalement. Ça vient s'inscrire, c'est une nouvelle branche qui vient s'additionner, c'est une nouvelle façon de faire qui ne va pas forcément remplacer totalement les autres façons de faire qui existent déjà. Au contraire, ça vient juste apporter de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités. Et du coup aussi ouvrir une porte d'entrée peut-être pour certaines personnes qui n'ont pas forcément le profil type pour les autres portes d'entrée de se mettre dans ce milieu-là. C'est tout simplement effectivement un nouveau set de compétences, aussi une autre façon de réfléchir, je pense, le développement, parce qu'encore une fois c'est plus visuel et que c'est peut-être un petit... Enfin, il faudrait, ça serait aussi très intéressant de faire des vraies recherches par rapport à ça, mais d'étudier un petit peu, peut-être, là c'est c'est ma personnalité trop curieuse qui pense à ça, mais voir si au niveau neuronal, il y a peut-être des différences de réflexion, des différences de connexion, en fait, au moment du développement. Je serais très intéressée de savoir si on voit les choses différemment pour arriver au même résultat. Mais oui, en fait, selon moi, ça vient tout simplement s'ajouter. Et non seulement ça ouvre des portes pour des personnes, on va dire, qui, à la base, ne sont pas dans ce monde-là, pour y rentrer doucement, mais ça ouvre aussi des portes pour des personnes qui sont déjà développeurs, développeuses, de travailler du coup sur des outils no-code et pourquoi pas développer des outils no-code, parce qu'il faut des développeurs et des développeuses pour ça, donc ça peut être un challenge intéressant. Et ça permet à des personnes qui étaient pas, pour qui les métiers du développement n'étaient pas accessibles, ça leur permet aussi de rentrer dans les métiers finalement de ceux qui vont faire des logiciels sans être développeurs ou développeuses. Exactement, parce que ça reste un petit peu plus abordable. Actuellement en tout cas. Il y a de plus en plus de formations qui se créent, il y a de plus en plus de formations diplômantes aussi qui commencent à être mises en place et ça c'est intéressant de voir que petit à petit, parce qu'en France c'est pas toujours évident, mais petit à petit on va pouvoir proposer des vraies solutions de formation et reconversion pour les personnes qui sont intéressées et que ça va pas devenir tout simplement, que ça va pas rester une espèce de lubie, une espèce de de choses qu'on va faire de notre côté et puis qu'on va essayer de brandir comme notre petit drapeau, je sais faire du no-code, mais non, qu'on va pouvoir se former et du coup, effectivement, rentrer dans ce monde du software ou du développement de manière globale, quoi. Est-ce qu'il y avait une question que une question que j'aurais dû te poser, à laquelle tu voudrais répondre? Est-ce que tu as une tribune, un message pour la fin? J'ai envie de dire... soyez ouverts et soyez respectueux aussi les uns des autres, tant les personnes du no-code que les personnes du développement classique. On n'est pas là pour piquer une part de gâteau, on est là pour s'entraider et justement essayer de répondre à des problématiques qui sont en dehors de ce monde-là. Et je pense que si on travaille main dans la main, c'est pas pour faire le message des bisounours, mais tout simplement pour vraiment essayer de dire il y a des opportunités, tant des deux côtés, et donc autant se focaliser là-dessus plutôt que de faire des petites guéguerres qui ne servent à rien, puisqu'on a besoin les uns des autres. Ouais.
J'ai l'impression qu'à la fin, on a la même passion quand même. Le résultat est le même. Exactement. Donc bon, vaut mieux essayer de trouver la synergie plutôt que de se prendre la tête pour rien, quoi. Ok, super cool. Merci beaucoup. Merci à toi.